Depuis quelques années, l'attention s'est naturellement portée sur la dette publique américaine qui explose littéralement. Rien qu'en intérêt, le gouvernement dépense aujourd'hui des sommes colossales, c'est même devenu l'un de ses plus gros postes budgétaires. Et malheureusement, ça ne fait qu'empirer. De nouvelles lois ont été votées, et elles ne font qu'élargir encore davantage le fossé entre ce que l'État gagne et ce qu'il dépense. Autrement dit, il va falloir emprunter encore plus pour combler le trou. Alors oui, les États-Unis ont un avantage unique. Ils contrôlent la monnaie de réserve mondiale, ce qui leur permet de se permettre des déficits plus importants que les autres pays sans en payer immédiatement le prix. Mais attention, ce n'est pas un passe-droit magique non plus. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral américain est tout simplement l'entité la plus endettée de l'histoire en valeur nominale. Et tôt ou tard, il faudra que quelqu'un paie la facture. Ce sera peut-être les générations suivantes à travers des hausses d'impôts, ou bien tout le monde au travers de l'inflation, voire même un effondrement économique total, qui semble, pour l'instant, être l'option tacitement acceptée. Face à cela, la Chine donne l'impression d'être à l'opposé. Officiellement, sa dette serait bien plus contenue, équivalent à environ 84% de son PIB. C'est nettement moins que les 123% des États-Unis ou les 250% du Japon. Et en plus, la Chine s'est imposée comme un des plus grands acheteurs de dettes étrangères. On se souvient que pendant les tensions commerciales entre Pékin et Washington, un des atouts cachés majeurs de la Chine, c'était sa gigantesque réserve de bons du Trésor américain. Le message était clair, les États-Unis s'endettent, la Chine épargne. Mais en réalité, cette image est trompeuse. Si on gratte un peu sous la surface, on découvre que la Chine pourrait être encore plus endettée que les États-Unis. Et selon certaines estimations, en fonction des sources qu'on prend au sérieux, son niveau réel d'endettement pourrait être 3 fois supérieur à celui qu'elle affiche. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le modèle économique chinois est très différent, avec une structure de gouvernement, un secteur privé et une dynamique financière propre. Alors, où en est réellement la Chine niveau dette? Et surtout, comment utilise-t-elle ses propres capacités de prêt comme levier géopolitique? Enfin, si une dette reste une dette, pourquoi est-elle perçue si différemment d'un pays à l'autre par les économistes? Bon, petit avertissement important maintenant, comme toujours. Les données économiques qui sortent de Chine, en particulier au niveau des provinces, sont souvent peu fiables. La plupart des chiffres utilisés dans cette vidéo viennent du FMI et de la Banque mondiale. Mais même ces institutions s'appuient sur des données transmises par le gouvernement chinois. Et comme on va le voir un peu plus loin, il y a plein de raisons de croire que ces chiffres sont arrangés. Bon, maintenant que tout ça est posé, parlons d'une différence essentielle entre la dette chinoise et celle des États-Unis, qui empruntent réellement dans chaque pays. Aux États-Unis, c'est principalement le gouvernement fédéral qui porte la charge de la dette. C'est visible, officiel et relativement centralisé. Bien sûr, il existe aussi des emprunts au niveau des États et des collectivités locales, mais ça reste assez modeste. Tout cumulé, ça représente environ 12% du PIB américain. Si on ajoute à cela la dette fédérale, on arrive à un ratio dette publique PIB d'environ 132%. Ce n'est pas génial, mais ce n'est pas catastrophique non plus, surtout pour un pays qui imprime la monnaie de référence mondiale. Mais en Chine, le tableau est tout autre. Là-bas, les dettes sont bien plus diffuses et nettement moins transparentes. Elles sont réparties entre différents niveaux de gouvernance, des entreprises publiques, et même des entités spécialement créées pour masquer ces emprunts en dehors des bilans officiels. Les gouvernements provinciaux, en particulier, ont beaucoup plus de latitude et d'intérêt à s'endetter pour financer de gigantesques projets. Le problème, c'est que les chiffres précis sont difficiles à obtenir. La Chine ne suit pas les mêmes standards de transparence dans sa comptabilité publique. Mais d'après les estimations les plus prudentes, la dette des provinces et administrations locales atteignait au moins 12 600 milliards de dollars américains en 2023. C'est énorme. Cela représente environ 76% du PIB chinois. Donc si on additionne toutes les dettes publiques, le total dépasse les 160% du PIB, soit environ 30 points de plus que les États-Unis. Et encore, on ne parle là que des gouvernements. Parce que si on inclut les entreprises publiques, le tableau devient franchement inquiétant. En Chine, ces sociétés ont un rôle un peu hybride. Elles fonctionnent à la fois comme des entreprises commerciales, censées faire du profit, et comme des instruments politiques, qui réalisent les grands objectifs fixés par le parti. Prenons un exemple emblématique, la China State Construction and Engineering Corporation. C'est la plus grande entreprise de BTP au monde, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 320 milliards de dollars. Elle est rentable, oui, mais elle est entièrement détenue par le gouvernement central. Et ça change tout. Parce que cela veut dire que cette entreprise construit ce que l'État décide de construire. Des routes locales, des ponts, ou même d'énormes infrastructures nationales, comme l'aéroport international de Pékin. Mais ce n'est pas tout. Ces entreprises agissent aussi à l'étranger, en menant des projets stratégiques dans d'autres pays. Par exemple,
cette même entreprise participe à la construction d'une nouvelle capitale en Égypte. Ce sont des projets d'envergure qui servent les ambitions chinoises, mais qui ne sont pas officiellement financés par l'État. En fait, ces entreprises s'endettent à la place du gouvernement, ce qui permet à Pékin de garder ses comptes un peu plus propres, sur le papier du moins. Sauf qu'il y a un gros problème. On ne sait même pas combien de ces entreprises existent réellement, ni combien elles doivent. L'exemple qu'on vient de voir est très connu, mais selon une étude de l'université Stanford, la Chine compterait au moins 391 000 entreprises entièrement contrôlées par l'État. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Plus d'1 million d'entreprises auraient un lien direct ou indirect avec l'État, que ce soit partiellement ou totalement. Et devinez quoi? La plupart d'entre elles sont très lourdement endettées. Encore une fois, si on prend une estimation prudente, on parle d'une dette globale d'environ 30 000 milliards de dollars pour l'ensemble de ces entreprises. Et en cas de défaut, deux options s'offrent au gouvernement. Soit il laisse tomber ces entités stratégiques, soit il les rend floues avec de l'argent public. Dans les deux cas, la charge revient in fine à l'État. Résultat, si l'on additionne les dettes de toutes les structures, administrations centrales, gouvernements locaux, entreprises publiques qui gravitent dans l'orbite du pouvoir chinois, on obtient un ratio dette PIB supérieur à 300%. Et malheureusement, ce n'est pas encore le pire. Bon, tout ce qu'on vient de dire repose sur une hypothèse de taille, que les chiffres officiels du PIB chinois, ceux qu'on utilise comme dénominateur dans ces calculs, sont exacts. Et là, franchement, c'est loin d'être garanti. De nombreux économistes remettent en question ces données, et des recherches indépendantes estiment que, vu les erreurs répétées dans les rapports économiques chinois, l'économie réelle pourrait en fait être entre 20% et 60% plus petite que ce que prétend Pékin. Et si c'est le cas, le ratio dette PIB grimperait jusqu'à 450%, soit 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Et le pire, c'est que ce n'est pas le bout du tunnel. Même si la Chine est une puissance économique de premier plan, comme les États-Unis, elle ne bénéficie pas de la même réputation en matière d'emprunt. On parle souvent de la dette américaine qui, au fil du temps, a été progressivement dégradée par les agences de notation, passant d'un prestigieux AAA à un AA+. Ces baisses sont liées à un endettement constant, à des recettes fiscales inférieures à ce qu'elles devraient être, et à ces querelles politiques récurrentes autour du plafond de la dette. Ces dégradations ont des conséquences bien réelles. Elles influencent les conditions auxquelles un pays peut emprunter. Un investisseur qui cherche un placement sur un revenu fixe pourrait acheter des obligations américaines. Mais si, au même moment, la Suisse émet des obligations, elle apparaîtra comme un emprunteur plus fiable. Résultat, la Suisse paiera un taux d'intérêt plus faible, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est exactement comme un score de crédit personnel. Plus il est élevé, plus vous inspirez confiance, et donc, moins on vous fait payer d'intérêt. Et du côté chinois, ce n'est pas fameux. La Chine n'est pas notée AAA, ni même AA+. En fait, elle plafonne à 1A+, ce qui est encore acceptable, mais cela signifie que les agences de notation reconnaissent un risque important. En toute logique, cela devrait pousser la Chine à verser des intérêts plus élevés pour attirer les prêteurs. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on observe. Au moment où cette vidéo a été réalisée, le rendement d'une obligation américaine à 10 ans tournait autour de 4,5%, alors que celui d'une obligation chinoise équivalente était à peine de 1,7%. Presque 3 fois moins. Alors là, on se pose une vraie question. Pourquoi quelqu'un accepterait de prêter à un État plus risqué pour un rendement 3 fois inférieur à celui proposé par les États-Unis? La réponse, c'est que l'économie chinoise ne fonctionne pas du tout comme un marché libre classique. Du moins, pas quand on parle de macroéconomie ou d'obligations d'État. Premier point. Une grande partie des investisseurs chinois, y compris les banques, n'ont tout simplement pas le droit d'investir à l'étranger. Le gouvernement applique des contrôles stricts sur les sorties de capitaux. Donc même si un investisseur local voulait acheter des obligations américaines plutôt que chinoises, il ne le pourrait pas. Cela vaut aussi pour les grandes institutions financières, qui, en Chine, sont souvent contrôlées par l'État. Résultat, quand Pékin veut emprunter, il ne se retrouve pas du tout en concurrence avec les autres pays qui cherchent des financements. Et en plus, les alternatives d'investissement sont rares pour les investisseurs chinois. Dans un pays comme les États-Unis, quand les rendements obligataires sont faibles, les investisseurs déplacent leur argent vers des actifs plus rentables, actions, immobilier ou autres placements. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles des taux d'intérêt bas font souvent monter les marchés boursiers. Mais en Chine, ce mécanisme ne fonctionne pas pareil. Les marchés financiers locaux n'offrent pas les mêmes perspectives. Les économistes aiment dire que la bourse n'est pas le reflet de l'économie réelle, et c'est vrai. Mais en Chine, c'est encore plus flagrant. Malgré des décennies de croissance fulgurante, le marché boursier chinois a à peine doublé depuis l'an 2000. À titre de comparaison, le marché américain, lui, a fait plus de 300% de gains sur la même période. Et ce n'est pas une question de période choisie. Rien que sur les 10 dernières années, la bourse américaine a progressé de plus de 150%,
tandis que celle de la Chine a reculé. En clair, les actions chinoises ne représentent pas une alternative séduisante, même face à des obligations peu rémunératrices. Une bonne partie des sociétés cotées sont partiellement ou totalement publiques, donc leur but n'est pas forcément de maximiser les profits pour les actionnaires. Leur rôle prioritaire, c'est de remplir les missions dictées par l'État. Et même les entreprises 100% privées ne sont jamais totalement indépendantes. Le Parti communiste chinois garde un œil sur tout, impose une régulation extrêmement intrusive et peut intervenir brutalement. Rappelle-toi, l'entrée en bourse d'Ant Group, fondée par Jack Ma, a été bloquée du jour au lendemain après une critique du pouvoir. Et en 2023, une simple réglementation sur les cours particuliers a suffi à provoquer un effondrement boursier, tant les investisseurs ont été pris de court. Du coup, pour la majorité des épargnants, sauf ceux très proches du pouvoir, le marché boursier paraît trop risqué par rapport aux gains espérés. Et cette situation assèche le financement privé qui pourrait pourtant nourrir des innovations indépendantes. Certes, la Chine affiche des progrès impressionnants dans certains secteurs technologiques. Mais ces avancées sont souvent concentrées dans les domaines que l'État considère comme stratégiques. En dehors de ses priorités, l'élan est moins évident. Il faut aussi parler d'un secret de Polichinelle. Une bonne partie de l'innovation chinoise consiste à reprendre des conceptions venues de partenaires étrangers, à les produire localement et à y apposer une nouvelle étiquette. Ce qui nous laisse un doute. L'innovation chinoise pourra-t-elle vraiment tenir la route sur le long terme, si elle reste enfermée dans ce modèle contrôlé? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les investissements réels dans les technologies d'avenir et les jeunes entreprises sont bien plus limités en Chine qu'on ne le croit. Et ce manque d'investissement s'accompagne d'un autre souci. Les ménages chinois dépensent très peu. Aux États-Unis, environ 68% du PIB provient de la consommation des ménages. Les Américains, il faut le dire, sont de véritables champions de l'achat. À titre de comparaison, la moyenne mondiale tourne autour de 56%. En Chine, à peine 39%. Alors bien sûr, c'est un pays globalement plus pauvre que les États-Unis, donc on pourrait penser qu'il y a moins d'argent à dépenser. Mais en économie, c'est souvent l'inverse. Dans les pays à faible revenu, les gens consacrent généralement une plus grande part de leurs revenus à la consommation, tout simplement pour subvenir à leurs besoins essentiels. Et pourtant, en Chine, même quand le pays était encore bien plus pauvre, les ménages dépensaient déjà très peu. Résultat, la Chine a accumulé des montagnes d'argent grâce à ses exportations massives, mais cet argent ne circule pas dans l'économie intérieure, et la bourse est largement ignorée par le grand public. Alors, où va tout cet argent? Eh bien, il y a bien un secteur qui, jusqu'à récemment, attirait une immense partie de l'épargne chinoise, l'immobilier. Et ce secteur est profondément lié à la question de la dette. Aujourd'hui, l'immobilier chinois est tout simplement le plus gros marché d'actifs au monde. Le pays a transformé sa richesse, acquise en étant l'usine du monde, en une gigantesque bulle spéculative immobilière. Et cela a engendré toutes sortes de déséquilibres. Pour avoir un ordre d'idée, on considère généralement qu'un logement devient difficilement accessible lorsque son prix dépasse 5 fois le revenu annuel moyen. À Los Angeles, c'est autour de 7,5 fois. À Sydney, on parle de 13 fois, et à Londres, ça grimpe à 19 fois. Mais à Pékin, on atteint les 35 fois. Des prix comparables aux grandes métropoles occidentales, mais avec des salaires bien inférieurs. Et comme les ménages chinois épargnent énormément et qu'ils n'ont pratiquement aucune autre alternative d'investissement, l'immobilier est devenu le seul vrai placement. Résultat, la population s'endette de plus en plus pour acheter des biens toujours plus inaccessibles. Mais le problème ne s'arrête pas là. Une bulle immobilière en soi, c'est déjà risqué. Mais ici, cela a aussi contribué à un phénomène étrange, la déflation. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche, mais les prix des biens de consommation, eux, sont restés quasiment inchangés depuis 25 ans. Pourquoi? Parce que les gens économisent tout ce qu'ils peuvent pour se payer un logement, et du coup, ils ne consomment pas. L'économie chinoise est excellente pour produire en masse, mais elle a beaucoup de mal à écouler sa propre production. L'offre dépasse largement la demande, et c'est ainsi que les prix stagnent. Et même si ça peut paraître anodin, la déflation est un vrai poison pour l'économie. Quand les prix n'augmentent pas, les gens sont moins incités à dépenser, moins motivés à investir, et les entreprises ont moins de raisons d'exister. L'un des moteurs de l'investissement, c'est justement la volonté de battre l'inflation. Si on sait que les prix vont monter, on veut placer son argent pour garder son pouvoir d'achat. Mais en Chine, comme les prix restent plats, l'envie d'investir s'effondre. Et sans consommateurs, les entreprises ne trouvent plus de débouchés. Jusqu'à présent, ça n'a pas trop posé de problème, car le monde entier achetait les produits chinois, et en retour, la Chine se passait d'un marché intérieur solide. Mais avec les tensions commerciales qui s'accumulent et l'émergence de nouveaux concurrents, cette stratégie est de plus en plus fragile. Les autorités chinoises en sont conscientes, et depuis plusieurs années, elles tentent de stimuler la consommation intérieure. L'un des leviers utilisés,
injecter massivement de l'argent dans l'économie via la dette. Mais encore une fois, cet argent, il vient d'où? Parce qu'en réalité, les investisseurs étrangers ne se ruent pas sur les obligations chinoises, contrairement à celles des États-Unis, même si les rendements américains sont plus élevés. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché chinois est jugé bien plus risqué. Alors d'où vient l'argent? Eh bien, il est créé. Littéralement. Tout le monde rigole avec l'image de la planche à billets, mais c'est exactement ce qui se passe. Entre 2000 et fin 2019, la masse monétaire M2 aux États-Unis a été multipliée par 3. Et après le Covid, elle a encore explosé, on le sait. Mais en Chine, elle a été multipliée par 16. Oui, 16. Et même si ce chiffre ne parle pas à tout le monde, il faut juste retenir ceci. La Chine crée de la monnaie beaucoup plus vite que les États-Unis. Quand l'État chinois veut emprunter, il suffit qu'une banque publique crée l'argent comme par magie et le prête à une entreprise ou à une administration. Les pays occidentaux font ça aussi, certes. Mais pas dans ces proportions. C'est la grande question économique. Pourquoi les États ne peuvent-ils pas simplement imprimer plus d'argent? La réponse classique, c'est parce que ça crée de l'inflation. Plus d'argent en circulation égale plus de pression sur les prix. Mais en Chine, ça n'a pas encore été le cas. Pourquoi? Parce que les consommateurs continuent à très peu dépenser, malgré la masse de liquidités dans le système. L'inflation reste donc très faible, et cela permet aux banques de proposer des taux d'intérêt très bas, puisque même des petits rendements restent acceptables dans un environnement sans inflation. Alors, est-ce qu'on a un vrai problème? En regardant les ratios dette-PIB, même dans les scénarios les plus optimistes, la Chine a déjà dépassé le seuil critique. On parle souvent d'un niveau de 120% comme point de non-retour. D'autres économistes estiment qu'avec le contexte mondial actuel, la limite serait plutôt autour de 150%. Mais dans tous les cas, on est clairement dans la zone rouge. Peu importe où se trouve exactement cette fameuse limite, la Chine l'a largement dépassée, au point que ça n'a plus vraiment d'importance. Pour eux, cette frontière, c'est presque un point minuscule sur la carte. Avoir une dette qui représente 300% du PIB, c'est presque du jamais vu en dehors des États en faillite. Donc clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, faut-il déjà sortir les gros titres alarmistes annonçant l'effondrement imminent de la Chine en 69 secondes? Peut-être, mais il y a aussi plusieurs facteurs qui jouent en leur faveur. Quand on parle de dette, on a souvent deux indicateurs en tête. La dette par rapport aux revenus, un peu comme la dette par rapport au PIB pour un pays, mais aussi la dette par rapport aux actifs possédés. Imaginez une personne qui doit $1 million mais gagne très peu. Ça semble dangereux. Par contre, si elle possède 5 millions en biens, la situation est bien plus confortable. Avec les gouvernements, on ne fait pas souvent ce calcul parce qu'en général, ils ne possèdent pas beaucoup d'actifs comparés aux ménages. Par exemple, le gouvernement fédéral américain possède bien sûr un certain patrimoine. Des équipements militaires, des bâtiments publics, des infrastructures, l'or à Fort Knox, des terres fédérales. Mais au final, ça reste assez marginal face aux 30 000 milliards de dollars de dettes et aux 15 000 milliards d'engagements non financés. Selon le Bureau des services fiscaux, ces actifs valent environ 5 600 milliards de dollars. Ce n'est pas rien, mais c'est clairement insuffisant pour faire une vraie différence. En clair, le gouvernement américain affiche un patrimoine net négatif de près de 40 000 milliards de dollars. Un autre problème, c'est que beaucoup de ces actifs ne sont pas liquides. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de vendre des terres fédérales dans l'Ouest américain pour réduire la dette, mais ça risquerait de déstabiliser sérieusement l'économie locale, et cela prendrait des décennies, sans même parler d'une vente à prix cassé. Sans compter qu'il est peu probable que les États-Unis vendent un porte-avions ou un bombardier B-2, pour citer un exemple totalement au hasard. Bref, pour des pays comme les États-Unis et la plupart des nations avancées, ces actifs ne sont pas vraiment une option viable. Mais la Chine, c'est différent. Là-bas, tout le territoire appartient officiellement à l'État, qui le loue ensuite sous forme de baux très longs. Même en tenant compte des surfaces déjà louées, la valeur foncière reste colossale, surtout autour des centres commerciaux et urbains. De plus, toutes ces entreprises publiques ont une valeur non négligeable, souvent assez liquide. Beaucoup sont cotées en bourse, même si c'est en petite part, ce qui offre au gouvernement la possibilité de vendre ses actions en cas de besoin. En prime, la majorité des services publics sont aussi détenus par l'État, donc ils ne représentent pas une dépense supplémentaire liée à la dette. Selon des estimations de l'Académie chinoise des sciences sociales, le patrimoine net du gouvernement chinois s'élèverait à environ 40 000 milliards de dollars. Attention, évaluer précisément ces actifs est toujours compliqué, surtout que les chiffres officiels peuvent parfois être un peu arrangés. D'autres données, comme celle de la Banque des règlements internationaux datant de 2014, plaçaient ce patrimoine net autour de 20 000 milliards, mais beaucoup de choses ont pu évoluer depuis. Quoi qu'il en soit, même si la dette chinoise rapportée au PIB semble catastrophique, le patrimoine net du pays est en réalité bien plus solide que celui de nombreux concurrents.
Cela signifie aussi que la Chine peut, en théorie, récupérer une partie de cette dette en liquidant des actifs, ce qui est beaucoup plus difficile pour les États-Unis. Aux États-Unis, l'augmentation de la dette publique est presque toujours corrélée à une hausse de la richesse des ménages, car une partie des dépenses et des réductions d'impôts finit dans leur poche. Bien sûr, tous les ménages ne bénéficient pas de ces mesures de la même manière, mais ça, c'est une autre histoire. En Chine, par contre, la dette finance principalement la construction d'actifs publics, ce qui signifie que l'État peut théoriquement se dégager plus facilement de son endettement sans imposer de fortes réductions à la richesse des ménages. Un autre aspect important, ce sont les taux d'intérêt très bas. Une grosse dette à faible coût peut coûter autant en remboursement qu'une dette plus petite avec un taux élevé, ce qui soulage les budgets publics. Comme on l'a vu plus tôt, la Chine bénéficie, que ce soit par chance ou stratégie, de taux d'emprunt très bas. Mais ici, le fait que cette dette soit éclatée entre de nombreux paliers gouvernementaux se retourne un peu contre eux. Le gouvernement central peut emprunter à peu de frais, mais les gouvernements provinciaux, plus risqués, paient des taux plus élevés. Et les entreprises publiques, elles, peuvent parfois se voir appliquer des taux allant jusqu'à 10%. La Chine cumule donc une montagne de dettes cachées dans différentes entités gouvernementales et semi-publiques, finançant des structures dont l'impact à long terme sur la prospérité du pays est incertain. Jusqu'ici, le système tient parce que les taux restent bas et que la création monétaire est aisée, grâce à une inflation obstinément basse. Mais cela pose aussi ses propres défis, et c'est une vision assez restreinte de la situation. Quand on parle d'inflation faible, on parle surtout de l'indice des prix à la consommation, qui mesure les prix d'un panier moyen de biens pour les ménages. Ces prix sont stables parce que la Chine produit quasiment tout et que les consommateurs restent très économes. Mais l'inflation, c'est un peu comme un ballon. Si on gonfle beaucoup d'air, il finira par se déformer quelque part. Parfois, ça se manifeste sur les prix à la consommation ou en bourse, mais en Chine, c'est clairement sur les prix de l'immobilier que la pression a gonflé. Malheureusement, ce n'est pas un secteur très productif. Si la bulle immobilière continue de vaciller ou si l'inflation générale se manifeste, la Chine pourrait se retrouver dans une situation délicate. Une dette aussi énorme, même si elle est détenue par des banques publiques, est toujours difficile à gérer. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est à quel point l'économie chinoise est particulière. On compare souvent ces chiffres à ceux des États-Unis parce que c'est le parallèle le plus évident, mais en réalité, elle fonctionne complètement différemment. Les États-Unis ont un secteur privé peu régulé, avec une abondance de capitaux parfois mal utilisés. La Chine, elle, est hyper réglementée, avec un gouvernement qui bride souvent le développement naturel. Les Américains consomment à outrance, alors que les Chinois dépensent peu. Les États-Unis ont eu des problèmes d'inflation tenaces, la Chine connaît plutôt la déflation. Quant à la dette, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Certes, la Chine achète beaucoup de dettes américaines, mais elle possède aussi énormément de sa propre dette, qu'elle s'achète à elle-même. Un véritable affrontement entre ces deux géants ne se terminerait pas par un gagnant et un perdant, mais par des perdants des deux côtés. À l'heure où beaucoup pensent que la Chine est en train de prendre le dessus parce que les États-Unis multiplient les erreurs, ce n'est pas juste. La Chine a autant, voire plus, de défis à relever que son rival américain. La différence, c'est qu'elle sait mieux les cacher. Et l'une des principales raisons de cette singularité, c'est bien sûr le gouvernement, ou plutôt le Parti communiste chinois. Mais là aussi, c'est un sujet complexe. Merci d'avoir regardé. À bientôt.